Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h à la une de ce mercredi. Avancement du projet Zéro Bidonville. Également dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires musulmanes parraine la cérémonie de distribution de la première tranche de parrainage de l'année 2019. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne appelle l'Iran à arrêter l'enrichissement de l'uranium. Le projet Zéro Bidonville faisant l'objet d'une grande réunion lundi dernier au Campeski où étaient réunis autour de la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Adan, l'ensemble des ambassadeurs et le représentant des institutions onisiennes afin de développer des stratégies pour le financement de ce vaste projet appelé Zéro Bidonville. Voici un éclairage sur ce projet historique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Est un programme audacieux qui vise à intégrer la résorption de l'habitat précaire et d'en finir avec des bidonvilles dans la capitale en améliorant les conditions de vie urbaine et de répondre de manière appropriée aux besoins de logements décents pour tous les Djiboutiens. Il s'agit du réaménagement progressif des anciens quartiers de la capitale. Le projet en question n'est qu'un volet d'initiative du président de la République pour le logement, l'un de ses plus grands chantiers de sa présidence. Le président de la République a fait en effet de l'accès de chaque ménage djiboutien à un logement décent une priorité nationale depuis 2018, baptisée Année du logement. C'est ainsi que depuis des vastes chantiers de logements sociaux et autres fleurissent dans toutes les périphéries de la capitale. Au PK13, notamment à Barouako et à Nagad. La quasi-totalité des terrains disponibles autour de la ville de Djibouti sont viabilisés et aménagés pour être bâtis en priorité pour les logements sociaux. Rien que sur les plateaux du PK13, près de 2000 logements sont en cours de construction et pour certains déjà achevés et habités. Le secteur privé, local et international intègre ce vaste programme et investit dans l'immobilier. Un programme qui à terme vise à bâtir aujourd'hui le Djibouti de demain et au final donner un nouveau visage à notre capitale Djibouti avec la disparition progressive des anciens quartiers, autrement les projets Zéro Bidonville. Il y a le projet Zéro Bidonville qui doit reprendre toute la ville et faire de cette ville à terme, c'est un projet de longue haleine, c'est un programme d'ailleurs, ce n'est pas un projet, c'est un programme, et faire de cette ville à terme une ville moderne qui répond aux critères d'un habitat décent et durable. Donc c'est ça aussi l'objectif qui nous a été assigné. Le programme Zéro Bidonville, c'est un programme assez large qui va toucher plus de 113 000 habitants, soit environ 10% de la capitale, 10% de la population qui vit dans la capitale. Et ces quartiers-là vont bénéficier d'une amélioration de leur niveau de vie. Je dirais une amélioration de leurs conditions de vie, parce que nous allons amener à restructurer les quartiers, mettre à niveau. S'il y a un manque d'infrastructures, nous allons également placer ces infrastructures-là en concertation avec les départements sectoriels. Mais juste pour vous dire que c'est un programme qui est de longue haleine, qui va durer 15 ans. Et nous avons en cible 13 quartiers qui ont été identifiés, donc 3 dans la commune de Boulaous et 10 dans la commune de Balbala. Alors le premier quartier qui va servir comme projet pilote de ce programme a été choisi, c'est le quartier de Balbala, quartier 9, Balbala ancien, qui, avec un financement de la Banque mondiale, parce que c'était le premier partenaire qui a dit, moi je vais accompagner le gouvernement et mettre à disposition un premier financement pour restructurer ce quartier-là. Alors ce quartier-là, nous allons déjà commencer une première voie dès cette année, c'est-à-dire dans quelques mois, la réalisation d'une première voie pour déjà desservir et améliorer la mobilité urbaine du quartier. Et par la suite, nous allons rentrer dans le quartier pour essayer de restructurer les quartiers et amener des voiries tertiaires, parce qu'actuellement, une personne qui souhaite aller ou prendre un bus ou même faire sortir un malade doit pouvoir porter ce malade-là à marcher plusieurs kilomètres pour avoir accès à une route. L'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour le logement, un projet historique qui a pour objectif de donner un nouveau visage à notre capitale où chacun disposerait un chez-soi décent dans un milieu urbain assaini. Bref, une capitale où il fera bon à vivre.
C'était également dans nos titres, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et du Bien Warf, Momin Hassan Bari, a parrainé la cérémonie de distribution de la première tranche du parrainage de l'année 2019 au Palais du Peuple. L'événement s'est déroulé en présence du directeur de la Douane Al-Zakat, Souleymane Hussein Moussa, et des hommes d'affaires djiboutiens. Au cours de cette cérémonie, chacun de ces orphelins a reçu une enveloppe de 15 000 francs djibouti de main du ministre des Affaires musulmanes de la Culture chargé de Bien Warf, Momin Hassan Bari, et du directeur général de Douane Al-Zakat. La générosité des Djiboutiens permet à cette fondation d'intensifier et de poursuivre ses œuvres charitables d'année en année. L'événement a permis de redonner le sourire à quelques 1660 orphelins issus de différents quartiers populaires de la capitale. Dans une intervention, le représentant du conseil d'administration de la fondation de Douane Al-Zakat, Mohamed Abdi Saïd, a souligné l'importance de garantir un soutien constant et régulier aux orphelins et a exhorté les commerçants et les hommes d'affaires à contribuer à ces nombreux projets. Dans une intervention faite sur place, le directeur général de Douane Al-Zakat a rappelé que cette fondation charitable a connu d'année en année une nette évolution de ses activités. Elle a accueilli la confiance des zakataires, des familles démunies et des organismes qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a-t-il souligné. Le directeur général de la fondation Douane Al-Zakat, Souleymane Hussein Moussa, a rappelé, je cite, la fondation connaît d'année en année une nette évolution des activités. Elle a accueilli la confiance des zakataires, de familles démunies et des organismes qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a-t-il indiqué. C'était ensuite au tour du ministre des Affaires musulmanes de la Culture et du Bien Warf de prendre la parole au micro. Momin Hassan Bari a mis en exergue que la tenue de cette cérémonie de distribution de la zakat vient traduire notre traditionnel sens de l'hospitalité et de la solidarité qui fait partie intégrante de notre identité nationale. D'un ton solennel, il a exhorté les citoyens djiboutiens à faire preuve de solidarité envers leurs compatriotes les plus vulnérables. Pour le ministre de la Culture chargé de Bien Warf et des Affaires musulmanes, Momin Hassan Bari, Douane Al-Zakat a traversé plusieurs étapes. La première étape étant celle d'une ferme volonté du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé aujourd'hui les travaux d'une réunion avec le groupe local de partenaires de l'éducation. De nombreux diplomates, dont notamment l'ambassadeur des États-Unis et la représentante de l'UNICEF et le chef des files du groupe local de partenaires de l'éducation, le représentant des agences onusiennes et des organisations internationales, ainsi que le cadre et le responsable du MENFOP ont pris part à cette importante rencontre. L'ordre du jour portait sur l'intégration des enfants réfugiés dans le système éducatif, mais aussi la présentation d'études menées dans le cadre de l'intégration des enfants réfugiés et des écoles rurales intégrées. De son côté, la représentante de l'UNICEF, Mme Djanabo Mahande, a félicité l'engagement du MENFOP dans ses efforts pour l'avènement de l'intégration des enfants réfugiés dans le système éducatif national. Puis c'est le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, qui a fait une large présentation dans le tour d'horizon sur l'éducation des enfants réfugiés. L'occasion pour lui de rappeler le contexte, la vision et les orientations stratégiques du projet, à savoir l'augmentation des capacités d'accueil. Et systématique le monde du travail dans un avenir proche. Vous avez engagé beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives, notamment le projet transformateur, et je pense que c'est aussi ici pour renouveler l'engagement de tout le monde. Je parle au nom du groupe. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a d'abord souhaité la bienvenue à tout le groupe local de partenaires de l'éducation. Il a rappelé surtout que ces projets s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. L'accès des enfants réfugiés à une éducation de qualité inclusive constitue des volontés, a-t-il dit le ministre. On écoute. Bien manifester la détermination de la République de Djibouti en ce qui concerne bien sûr l'éducation des enfants réfugiés. Nous travaillons pour les enfants djiboutiens, nous essayons d'améliorer la qualité de leurs enseignements, et il y a une décision courageuse qui a été prise par le président de la République de scolariser également les enfants réfugiés présents sur notre sol. Donc c'est une décision qui est prise. La mise en œuvre est de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. En matière de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, comme je l'ai dit, il s'agit bien sûr d'un portefeuille important.
Et en introduction, au début, je disais que vraiment c'est la priorité qui est donnée par le président de la République au ministère de l'Éducation nationale, à ce que bien sûr, nous pensions bien sûr à mettre en place une manœuvre djiboutienne compétente et qualifiée qui a toutes les compétences pour être compétitif, que ce soit sur le sol national, mais également dans la région. Actualité nationale, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, accompagné de plusieurs experts des unités des polices constituées de l'Union africaine, a effectué hier un contrôle préalable de différentes équipes prêtes à être déployées à Mogadiscio, en Somalie. Les différents regroupements de la police étaient composés d'une section de maintien de l'ordre, d'un groupement d'intervention rapide, d'une section de lutte raide, logistiquement renforcée de chiens d'attaque et d'une section blindée. Placées sous le commandement de 2 officiers supérieurs djiboutiens, ces unités seront bientôt déployées dans la capitale somalienne pour effectuer des opérations de maintien de la paix et de sécurité à Mogadiscio. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a organisé ce matin au palais Kempinski Hôtel un atelier de réception provisoire et de la validation de la stratégie et gouvernement 2019-2020. L'objectif de l'événement est de mettre en place une stratégie, une vision, une culture organisationnelle digitale pour un élan numérique plus promoteur. Il s'agit à travers cette initiative d'asseoir une plateforme susceptible d'induire un développement solidaire et inclusif, celle d'une marché courageuse et déterminée vers un Djibouti émergent avec la gouvernance renforcée. Une philosophie républicaine rassurante qu'est le lancement de la stratégie nationale des e-gouvernements qui, selon le directeur de l'ANSI, traduit la ferme volonté de son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, afin de construire une administration plus performante, plus adaptée, plus moderne et plus proche des usagers. Force est de constater qu'à l'ère de digital, où les technologies numériques conditionnelles, nos façons de communiquer traduisent nos démarches, nos façons de concevoir et alimentent nos quotidiens. Il était plus pris au service de l'intérêt général du citoyen. Mesdames et messieurs, à l'ère du digital, où les technologies numériques conditionnent nos façons de communiquer, de travailler, de s'informer, de consommer et de se divertir, nous sommes confrontés donc à une évolution et une réflexion vers une administration du futur. Cet atelier joue un rôle prépondérant dans la mise en place d'une stratégie claire et réaliste susceptible d'accélérer les processus de transformation numérique de l'administration. De son côté, le gouverneur de la banque a mis le point sur le processus de numérisation des systèmes bancaires qui s'effectue en son sein, mais aussi souligné l'importance de travailler ensemble en mutualisant nos efforts afin que le client et les responsables banquiers profitent de cette facilité résultant du numérique. On les écoute. Vous connaissez tous l'évolution que la technologie nous a permis de vivre ces dernières années. Et ce que nous avons connu de façon personnelle doit être traduit aussi sur le plan professionnel. Mettre l'administration plus proche de vous, mettre l'administration plus près du citoyen et mettre les institutions de la République, et en particulier le secteur bancaire, plus près du citoyen. Rapprocher le rapport, utiliser toutes les technologies possibles pour que la relation client-banque puissent profiter de toutes les facilités qu'offre la technologie. Les perspectives sont vraiment très radieuses et les bénéfices qu'on peut en tirer sont déjà visibles dans d'autres sites, dans d'autres pays. Nous sommes à un moment important de notre histoire en matière technologique et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une révolution pour mettre tout ça sur l'ère du numérique en reliant les banques entre elles de façon connectée grâce à l'appui de l'ANSI et grâce à l'appui de la Banque mondiale qui nous appuie sur des projets importants depuis quelques années, c'est de mettre les banques en rapport, partager l'information en temps réel, à la fois pour des besoins de supervision, mais également pour des facilitations des moyens de paiement, pour la sécurisation des opérations, pour le stockage des informations, pour la gestion des bases de données. C'est vraiment une révolution qui est en train de se dérouler.
Une cérémonie a été organisée aujourd'hui au centre d'instruction Cher Moussa de la gendarmerie nationale. Ces cérémonies de réception d'équipements médicaux de haute gamme données par la République d'Égypte au profit de la gendarmerie nationale. Il s'agit entre autres d'appareils de dialyse destinés à prendre en charge le patient atteint d'insuffisance rénale. Était présent à cette cérémonie l'ambassadeur d'Égypte en République de Djibouti, accompagné de chargé des affaires de l'ambassade, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, le colonel médecin-chef de la gendarmerie et plusieurs officiers supérieurs de l'institution. Cette donation qui permettra sans un coup de doute à améliorer la qualité de soins de nos concitoyens vient de renforcer le lien qui unisse nos pays respectifs. Avoir des programmes assez avancés de coopération entre l'Égypte et Djibouti dans le domaine de la sécurité avec la gendarmerie. Et là, comme vous dites, c'est une première où on rentre dans le domaine de la santé aussi, qui sera pour la gendarmerie, pour le peuple de Djibouti. C'est des unités très avancées d'ILS. Oui, c'est une unité avec une station de purification d'eau. Mais c'est grâce à vous qu'on a pu faire ça. Merci à vous et j'espère que la coopération va s'avancer de plus en plus et bonne chance. Après avoir remercié le peuple frère de l'Égypte à travers son ambassadeur, le colonel Zakaria Hassan Aden a également souligné la longue coopération qui unit la gendarmerie nationale et l'ambassade de la République d'Égypte, notamment dans le domaine des formations. Pour sa part, Ahmed Abdel Soubhi, on l'écoute. Merci pour cette donation de matériel d'analyse qui est très importante pour la santé de nos personnels. Et à cette occasion, je voulais remercier sincèrement et profondément la République de l'Égypte, surtout son président et son gouvernement, et vous-même bien sûr qui a participé à la réception et à la livraison de ces donations. Il y a de très grands liens entre notre gendarmerie et l'ambassade d'Égypte. Bien sûr, vous nous fournissez beaucoup de stages. Aujourd'hui, c'est différent. Vous nous fournissez du matériel médical nécessaire, bien sûr aussi, pour le moral et pour la santé de nos hommes. Je tenais à vous remercier et à vous présenter mes remerciements les plus sincères. Excellent. Une signature d'un mémorandum d'entente entre Touchroot International Holding Group et l'Office national du tourisme de Djibouti pour le projet intitulé Tour Africa, le nouvel horizon de Touchroot. Le présent document a pour objet d'énoncer le terme d'un protocole d'entente conclu entre Touchroot et l'Office national du tourisme de Djibouti qui servira de cadre pour établir et élargir la coopération et la collaboration pour l'avantage mutuel de deux parties. Touchroot collabore actuellement avec le gouvernement africain à ses projets Tour Africa de New Horizon visant à renforcer le secteur du tourisme dans le pays africain et à encourager les citoyens chinois à visiter l'Afrique ainsi que les investisseurs à investir dans le tourisme et l'hôtellerie des pays africains. Le groupe Touchroot International Holding est basé à Shanghai mais a initialement été créé en Ghana en Afrique occidentale. To bring a charter flight of tourists from China. That's more than 340 tourists. Écoutons à présent un extrait du directeur de l'Office du tourisme de Djibouti. Mr. Leyu est un grand ami de Djibouti puisqu'il est toujours en première ligne pour le développement du tourisme. On connaît très bien les différents investissements qu'il est en train de réaliser ici à Djibouti et vraiment ces investissements vont façonner notre paysage touristique ici à Djibouti. Et à travers ces MOI, justement, il s'agissait de renforcer notre coopération pour l'arrivée de plus en plus de touristes de Chine. Vous connaissez très bien que la Chine est le premier pays émetteur de touristes, donc nous souhaiterions disposer justement, en tout cas faire connaître à plus de touristes chinois nos paysages naturels et touristiques ici à Djibouti et nous nous réjouissons évidemment de ce partenariat qui vient d'être signé aujourd'hui. Très prochainement, il y aura, comme M. Leyu a dit, un autre charter qui viendra de Chine, mais ce n'est pas juste dans ce programme spécial, mais il s'agit d'aller au-delà
de ce programme pour faire connaître Djibouti auprès de la Chine. Dans le cadre de renforcement des capacités de la police locale de la ville des Beledweyne et de la population civile pour lutter contre les actes terroristes du groupe extrémiste Al-Shabaab, la mission de l'Union africaine en Somalie a organisé un séminaire pour la junte féminine. Ce séminaire d'une importance capitale a été présidé par le commandant de la police Amisom de la ville de Beledweyne, Major Damtin, le commandant du bataillon somalien, colonel Farah Koshin, le procureur du tribunal militaire somalien, Mohamed Aboubakar, et le représentant des forces de l'armée djiboutienne, Hil Walal, et le lieutenant Ayali Hassan Meidane, le préfet de la région, Mohamed Ahmed Foud Adé, ainsi que plusieurs autres responsables. Outre le responsable de ces séminaires s'est déroulé en présence de membres de la junte féminine de la police locale de la ville de Beledweyne et de jeunes filles issues de la société civile ainsi que le staff féminin des forces armées djiboutiennes. Par ailleurs, ces séminaires avaient pour principal objectif de sensibiliser la société civile et la police locale afin d'œuvrer ensemble pour lutter efficacement contre les actes terroristes et barbares du groupe extrémiste Al-Shabaab. L'équipe nationale U14 de Djibouti défile en apothéose. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition des World Games de Paris a eu lieu ce matin au stade Charletti, situé au 99e boulevard à Kerleman, où des équipes et athlètes issus de 76 pays ont effectué le défilé. Notre équipe nationale U14 qui participe à cette Coupe du Monde de jeunes a fait un défilé riche en couleurs. Elle était accompagnée de deux vice-présidents, Mohamed Yassine et Roufa Mohamed. Le premier match de notre équipe est prévu cet après-midi où elle va faire face au club de l'Égypte. Dans le cadre de la participation de Paris World Games de la 5e édition, nous venons de gagner le premier match contre une équipe de moins de 14 ans de l'Égypte. En fait, ce travail, c'est un travail qui a été mis en place par la commission technique où il est à la tête Id, qui a fait ses études qui est expert dans le domaine du football. Et le programme de football de base, aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin. Là où on peut se dire que nous sommes en train de voir ou d'évaluer là où nous en sommes. Nous sommes fiers de cette victoire. Nous espérons que demain, nous allons jouer le deuxième match contre la Réunion, île de la Réunion. Donc nous espérons gagner demain pour qu'on puisse se qualifier. Dans notre page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès du feu Mohamed Obsiye Waïs, survenu lundi dernier en Suède. Né en 1953, il laisse derrière lui une large famille dont une veuve, 4 fils, 2 filles et plusieurs petits-enfants. Le défunt était l'oncle maternel de notre collègue Mohamed Iye. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti s'associent à la douleur de la famille du feu Mohamed Obsiye Waïs et présente ses condoléances, tous priant le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, l'Union européenne appelle l'Iran à arrêter l'enrichissement de l'uranium. L'Europe exhorte l'Iran à respecter les limites fixées par l'accord sur son programme nucléaire après les dernières menaces de Téhéran d'augmenter encore son enrichissement d'uranium. L'Union européenne poursuit les discussions pour tenter de sauver le texte dont Washington s'est retiré l'année dernière. Ce lundi, Téhéran a menacé d'accroître encore son enrichissement d'uranium à un niveau plus de 5 fois supérieur au plafond imposé par l'accord. Depuis 2 mois, Téhéran a annoncé s'affranchir progressivement de ses obligations liées à l'accord de Vienne conclu en 2015 pour que le parti restant lui permette de retirer les avantages économiques initialement escomptés de ce pacte. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre vitalité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.